Spectateurs, surtout ceux qui suivent notre rubrique Totonga Congo, nous vous saluons et nous vous remercions de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre notre émission qui est aujourd'hui consacrée à la suite de celle qu'on avait fait la fois passée sur le champ visuel. Nous continuons donc à partir de là où on s'était arrêté. On parlait des scotomes. Les scotomes sont des espaces qui ne sont pas visibles, des espaces morts, aveugles, dans le champ visuel. Nous avons défini le champ visuel, c'est l'espace qu'on voit d'un seul coup. C'est-à-dire quand vous regardez devant, vous voyez tout ce qui est entre 90 degrés de gauche jusqu'à 90 degrés de droite, et presque en haut la même chose, 90 degrés en haut, 90 degrés en bas. C'est ça les champs visuels. Alors il y a des zones qu'on ne voit pas. On appelle ces zones-là les scotomes. Il y a le scotome physiologique, qui est l'entrée et l'émergence du nerf optique dans l'œil, parce que là, il n'y a pas de cellules visuelles qui captent la vision, qui captent la lumière. Alors, il y a, dans certaines maladies, des scotomes pathologiques, comme on peut dire. C'est-à-dire que ces maladies entraînent la disparition de certains petits champs, de petites zones dans les champs visuels, comme dans le glaucome, la rétinite pigmentaire, des maladies de dégénérescence maculaire et d'autres maladies du système de la macula, de la fovea, et d'autres maladies du nerf optique. Donc aujourd'hui, on va parler de différents scotomes qu'on peut rencontrer dans le champ visuel. L'émission est spécialement destinée à harmoniser un peu les termes et puis les vues, les concepts entre le prescripteur de l'examen du champ visuel, celui qui analyse, qui opère la machine, qui trace les champs visuels, et celui qui fait l'interprétation, c'est-à-dire l'analyse des résultats pour les envoyer au médecin de douleur. Donc il faut que tous ces trois groupes-là parlent le même langage et le même concept, et tout ce qu'ils vont dire soit homogénéisé, parce qu'il y a des choses qui se rapportent à des maladies spécifiques. Alors, quand on demande le champ visuel, il faut préciser d'abord la maladie pour laquelle on envoie le malade, et puis ce que l'on cherche, ce que l'on veut chercher dans la pathologie, et puis éventuellement d'autres petits détails. Alors, parce qu'on peut demander par exemple le champ visuel pour une rétinite pigmentaire ou bien un glaucome. Alors, si on ne précise pas ça dans les bons, l'opérateur, c'est-à-dire celui qui opère l'appareil de champ visuel, il risque de faire l'examen pour une rétinite, une névrite ou une rétinite, ou bien un problème dans le crâne, une tumeur, ou bien une hémorragie, ou bien tout ce que vous voulez. C'est comme ça que l'émission d'aujourd'hui est destinée à harmoniser un peu les vues, les concepts, les notions, tout ça, pour que tout soit bien coordonné, pour que l'examen donne vraiment les résultats pour lesquels on l'a demandé, les résultats auxquels on attend. Donc, on continue, comme c'est un sujet très technique, on va plus faire la lecture, là il faut expliquer, on va expliquer. Donc, on commence. Définition des scotomes. Planche 10. Définition des scotomes. Les scotomes sont des zones aveugles ou de moindre sensibilité dans les champs visuels. En plus de la tâche aveugle, qui est le scotome physiologique, il y a toutes sortes de déficits du champ visuel appelés scotomes pathologiques. On classifie les scotomes selon leur cause, leur manifestation, leur forme et leur localisation. La suite. Importance des scotomes dans les champs visuels. La suite. Les scotomes sont l'élément fondamental d'une exploration des champs visuels. En fait, l'exploration des champs visuels se résume essentiellement à la recherche des scotomes pathologiques. Parce que la seule chose qu'on recherche dans les champs visuels, c'est les zones d'hyposensibilité de la rétine, c'est les zones où la rétine a besoin de beaucoup plus de lumière que normalement pour réagir. Ou bien alors, carrément, quelle que soit l'intensité de la lumière, elle ne réagit pas. Ce sont des zones-là qu'on appelle les scotomes. Alors, même le rétrécissement périphérique qu'on trouve dans les cas de glaucome, dans les cas de rétinite pigmentaire, on peut considérer ça comme des scotomes concentriques périphériques. Donc, l'unique élément qu'on cherche dans les champs visuels, c'est les scotomes des zones de faible sensibilité et de faible vision. Bien sûr qu'il y a des contraires aussi existent, c'est-à-dire la rétine devient hypersensible. Souvent dans les débuts de certaines maladies comme la rétinite pigmentaire, le glaucome, tout ça, la rétine devient hypersensible, mais c'est vraiment très rare, pratiquement inexistant. Donc, en général, globalement, quand on parle de scotome, c'est toujours
des zones d'hyposensibilité, c'est-à-dire où la rétine a besoin de beaucoup plus de lumière pour agir, ou alors de perte de la vision, des déficits visuels dans un champ bien déterminé à l'intérieur du champ visuel. C'est ça qui constitue l'élément essentiel de la demande d'un examen de champ visuel. Bon, même le rétrécissement concentrique périphérique qu'on rencontre dans un glaucome ou une rétinite pigmentaire peut être considéré comme un scotome périphérique progressif. Fiche 14. Fiche 14. Scotome. Hein? Liste de quelques scotomes selon leur localisation dans le champ visuel. 14. Hein? Et 12. Liste de quelques scotomes selon leur localisation dans les champs visuels. On va citer ces scotomes, c'est très important, comme vous avez dit là, pour l'harmonisation, parce que chaque scotome, type de scotome se rapporte à une maladie particulière, comme on verra plus tard. Aujourd'hui, on va seulement citer. Chaque scotome se rapporte à une maladie. Alors, quand on est devant un champ visuel, il faut rechercher, définir le type de scotome qu'on a devant soi, parce que ça donne beaucoup d'informations sur le type de la maladie, et éventuellement quand on connaît le type de la maladie, donc le traitement. Alors c'est très important pour harmoniser, comme j'avais dit, le vu entre le demandeur, l'opérateur et celui qui fait l'interprétation. Et surtout, très important pour les jeunes ophtalmologues qui ne maîtrisent pas encore tout à fait le sujet. Donc, on cite les différents scotomes qu'on rencontre dans les champs visuels. Il y a premièrement le scotome arciforme de Bjerrum, donc c'est sous forme d'un arc, qu'on trouve la plupart du temps de 5 à 20 degrés supérieurs, de 12, de 5 à 20 degrés supérieurs, et à 11 à 25 degrés nasal, à 12 à 18 degrés temporal. Le scotome paracentral supérieur, il est souvent manifeste à la partie supérieure du champ visuel. Il se situe de 10 à 15 degrés supérieur et de 0 à 8 degrés nasal. Le scotome central, autour du centre. Il y a le scotome centrocécal ou scotome sécocentral. Se situe entre 3 à 12 degrés temporal et à 4 degrés supérieur et inférieur. Le scotome de Seidel, qu'on rencontre souvent dans les glaucomes aussi, il se situe entre 12 à 17 degrés temporal et longe le cercle de 15 degrés, 2 degrés à 11 degrés, faisant suite à la tache aveugle. Donc il est contigu à la tache aveugle, un peu à la partie inférieure de la tache aveugle. Donc disons, il fait suite, il agrandit la tache aveugle vers le bas. La tache aveugle elle-même, c'est-à-dire, comme on l'a dit, l'émergence de la papille dans le nerf optique, là où le nerf optique entre dans l'œil, à cet endroit-là, il n'y a pas de cellules qui captent la lumière, il n'y a pas de cellules photosensibles comme on dit. Alors cette zone-là est aveugle. Alors on appelle cette zone-là la tache aveugle. Il se situe entre 12 à 18 degrés temporal et 2 à 3 degrés en dessous et en dessous, donc supérieur et inférieur. Les réseaux nasales qui se trouvent à 23 à 30 degrés nasal sur la ligne de base horizontale, le sommet étant au croisement 15 degrés en haut et 28 degrés, 15 degrés horizontal et 28 degrés vertical. On passe à la planche suivante, planche 13, scotome 2, classification des scotomes selon leur manifestation. On avait vu ça la fois passée, mais on peut toujours répéter ça. Les types de scotomes, il y a les scotomes qu'on appelle scotome blanc. C'est-à-dire que dans les champs visuels, quand vous regardez normalement, vous voyez les objets qui se trouvent devant vous. Mais il arrive qu'à certaines zones du champ visuel, la rétine n'est plus tellement sensible. La rétine est hyperexcitée. Comme on avait dit, il y a des scotomes positifs et des scotomes négatifs. Alors, les scotomes blancs là, on voit à la place, au lieu de voir l'objet qui est devant vous, il y a une zone comme ectoplasmique, une zone qui est un peu grisâtre, qui est blanchâtre, comme si ça émettait de la lumière. Alors, c'est suite à des irritations. Quand il y a des irritations au niveau de la rétine, sur cette zone-là, ça donne plutôt, au lieu de des taches noires, ça donne une tache plutôt blanchâtre. Il y a des scotomes noirs qui sont des scotomes par abolition. C'est-à-dire, soit la rétine ne capte pas la lumière parce qu'elle ne fonctionne pas, les cellules
photosensibles sont détruites, soit qu'il y a un obstacle devant, à l'intérieur de l'œil évidemment, parce que si c'est un obstacle à l'extérieur de l'œil, on le voit comme objet. Mais quand on le voit comme scotome, ça dit ça se trouve à l'intérieur de l'œil. Par exemple, l'œil peut, pendant les hémorragies, suite à l'hypertension ou suite à des maladies de coagulation, on peut avoir un petit saignement à l'intérieur de l'œil. Et ce saignement, à la longue, ça ratatine le sang se ratatine à une même place et ça devient un obstacle pour que la lumière qui traverse l'œil arrive jusqu'à la rétine. Alors maintenant, là, ça provoque un scotome, ça provoque une mauvaise vision, une abolition de la vision sur le trajectoire de ce tamas de sang-là. Là, on appelle scotome noir par obstacle. Il y a des scotomes scintillants. C'est-à-dire, on voit comme des objets qui fluctuent, comme si ça étincelait, et brillant, avec des zigzags et tout ça, des choses comme ça. Souvent, on rencontre ça dans les débuts de ce qu'on appelle migraine ophtalmique. Il y en a beaucoup, on a cité seulement quelques-uns. Planche numéro 14, scotome 3A, planche 14, quelques autres scotomes arciformes. On a vu les scotomes de Bégeron, les autres scotomes là. Il y a aussi d'autres scotomes qui ont la forme d'arc. C'est-à-dire, arc, vous savez, les arcs, c'est comme un cerceau, vous coupez un petit morceau là, ça forme un arc, comme l'arc-en-ciel. Parmi les autres scotomes arciformes, il y a les scotomes fasculaires, qui suivent également les fibres nerveuses rétiniennes, formant un arc et se distingue du scotome de Bégeron. Il est souvent associé avec le glaucome ou d'autres lésions de fibres ganglionnaires. C'est-à-dire, à partir de là où l'image se forme dans la rétine, disons, à partir de la rétine, toutes les fibres cheminent vers le nerf optique, vers la papille optique. C'est là que ça sort pour aller vers le corps génieux externe. Là, c'est une liaison, la liaison entre le nerf optique et le cerveau. Donc, ce sont des détails techniques. Mais toutes les fibres nerveuses qui viennent de la rétine, ça passe par la papille optique pour aller dans le nerf optique. Et les fibres de nerf optique, normalement, ça commence à l'intérieur de la rétine. À l'intérieur de la rétine, dans la zone qu'on appelle la couche, couche des ganglions, couche des ganglions nerveuses de la rétine. C'est la dernière zone étape parce que la première étape, c'est les cellules photosensibles, comme j'avais dit là-bas, c'est-à-dire les cellules qui captent la lumière. Ils convertissent la lumière en signal biologique, qu'on appelle potentiel d'action ou influx nerveux. Ces cellules-là, quand la lumière pénètre dans ces cellules-là, il y a clivaison entre ce qu'on appelle rhodopsines. Les rhodopsines sont les matières, les substances qui sont sensibles à la lumière. Quand la lumière les tape, ils se clivent, ils donnent la vitamine A et le groupe opsine qui est la forme prosthétique. Donc c'est comme ça que la vitamine A est importante dans l'œil, ça assure la vision. Comme quand quelqu'un n'a pas assez de vitamine A, il ne voit plus bien, son œil devient insensible à la lumière, surtout à la vision nocturne. Et quand la vision et la lumière est très faible, il n'arrive plus à voir. C'est parce qu'il y a très peu de vitamine A, donc la réaction là, ne peut pas se faire. Les clivages de la rhodopsine qui donne la vitamine A et le groupe opsine. Ça, c'est pour les bâtonnets. Les bâtonnets sont sensibles à la vision nocturne, c'est-à-dire quand il n'y a pas assez de lumière. Et ils sont souvent à la périphérie de la rétine et ils sont plus sensibles au mouvement. Tandis que les autres cellules nerveuses qui sont plus vous rapprochez de la périphérie vers le centre, le nombre de bâtonnets diminue. En périphérie, c'est très nombreux. Vous allez vers le centre, c'est-à-dire vers le fovea, vers la vision centrale. Le nombre de bâtonnets diminue. Les bâtonnets, comme je l'ai dit, sont les plus sensibles à la faible lumineuse, à la faible lumière. Et il y a les cônes qui sont 10 000 fois moins sensibles que les bâtonnets. Donc les bâtonnets sont 10 000 fois plus sensibles que les cônes. C'est comme ça qu'ils sont très sensibles, ils peuvent réagir la nuit alors que les cônes ne savent pas réagir. Mais les cônes, leur avantage, c'est qu'il y a 3 sortes de cônes. Les cônes qui sont sensibles à la couleur bleue, les cônes qui sont sensibles à la couleur rouge et les cônes qui sont sensibles à la couleur verte. C'est les couleurs fondamentales. C'est à partir de ces 3 couleurs, quand vous les mélangez, vous obtenez toutes les autres couleurs. Et quand ces 3 couleurs sont mélangées à intensité égale, ça donne la couleur blanche. L'absence de toutes ces couleurs-là, ça donne la couleur noire. La couleur noire, l'obscurité. Et donc, comme j'ai dit, les cônes sont chargés de la vision diurne. Et ils sont responsables de la vision de précision.
chargé, qui est plus sensible pour les mouvements, mais avec une vision très floue. C'est comme ça que quand les chauffeurs voient par exemple quelqu'un qui traverse la rue, qui veut traverser la rue, il voit les mouvements, il sait qu'il y a quelque chose qui bouge là-bas, mais pour voir ça bien net, pour savoir de quoi il s'agit, il doit tourner ses regards, fixer son champ visuel sur l'objet qui est en mouvement, pour qu'il se rende compte c'est ça, parce que c'est ça le champ de la vision nette qui se trouve au niveau de la vision centrale, qui est comment dirais-je, qui est gérée par les cônes qui sont au niveau de la fovea. Je dis comme quand on avance des cônes vers la périphérie, du centre vers la périphérie, les cônes sont les plus nombreux vers le centre et diminuent vers la périphérie. Vers la périphérie, c'est 0% des cônes et 100% des bâtonnets. Vers le centre, c'est 100% des bâtonnets, des cônes et 0% des bâtonnets. C'est comme ça que la fovea n'est pas... c'est la fovea qui est responsable, qui est chargée de la vision centrale. La fovea ne peut pas voir les étoiles la nuit parce que leur intensité est très faible, beaucoup plus faible que l'intensité de la lumière qui nous permet de voir les jours. C'est comme ça que quand vous regardez une étoile directement devant comme ça la nuit, vous ne voyez plus l'étoile parce que les cônes remplissent les fovea. Quand vous regardez devant, les images qui viennent de la nature, qui viennent devant vous, ça se fixe devant la fovea, sur la fovea. Alors là, la fovea n'est pas suffisamment sensible, ne peut pas voir les étoiles parce que leur lumière est très faible. Mais quand vous regardez à côté, mais les étoiles parviennent quand même à se voir dans votre œil parce que maintenant vous utilisez la vision périphérique qui est 10 000 fois plus sensible que les cônes. Voilà. On continue. Planche numéro 15, 3B. Quelques autres scotomes arciformes. Scotomes paracentraux. Ces scotomes, souvent en forme d'arc ou partiellement arciforme, touchent la zone proche du centre du champ visuel et sont fréquemment observés dans le glaucome. Ils peuvent précéder ou accompagner les scotomes de Bjerrum. Donc, il y a des scotomes centraux, des zones qui, à cause du glaucome, c'est-à-dire que le sang ne circule plus bien dans l'œil et dans les nerfs optiques. On a dû parler l'autre fois là de ce qu'on appelle pression de pression oculaire, c'est-à-dire quand le cœur pompe, la pression est suffisante pour faire passer le sang à travers l'œil, dans les vaisseaux de l'œil. Mais quand la tension de l'œil augmente, ça pêche cette circulation de sang là et il y a des zones de la rétine qui souffrent d'anoxie et d'hypoxie. Et ces zones là deviennent hyposensibles ou carrément aveugles. Ça peut apparaître n'importe où. Au fur et à mesure qu'ils évoluent, ils agrandissent et se fusionnent. Et à la longue, ça devient unique et grand. Alors là, ça forme ce qu'on appelle le scotum de Bjerrum. Planche numéro 16. Autre type de scotum, non nécessairement acciforme. Il y a le scotum central qui affecte la zone centrale du champ visuel, souvent lié à des pathologies maculaires comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge. C'est comme j'ai dit là, la vision nette. Pardon. La vision nette se forme au niveau de la fovea, parce que c'est là qu'il y a des cônes qui sont sensibles à la vision nette, à la forte luminosité du jour. Et quand on veut voir une image nette, on dirige l'œil pour que l'image tombe dans la fovea. Et maintenant, quand cette zone-là est atteinte par une maladie, une destruction, cette zone-là devient aveugle. Quand vous regardez devant, vous ne voyez pas la chose, et vous voyez ça un peu en périphérie de la vision centrale. Mais comme le centre-là, la périphérie n'est pas la zone destinée à la vision nette, vous voyez l'image, mais un peu floue. Donc, quand vous avez une maladie au niveau de la fovea, qui est chargée de la vision centrale, vous ne saurez pas voir devant, et vous êtes condamné à voir les images un peu floues et un peu décalées aussi. Mais l'image ne sera jamais claire. C'est un des signes qu'on a un problème au niveau de la macula, c'est-à-dire la zone qui est chargée de la vision nette et de la vision centrale, c'est de la vision qui est juste devant les yeux. On trouve ça souvent dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge ou à l'abréviation DMLA. Planche numéro 17. Autre type de scotome non nécessairement acciforme. Planche 17. Scotome altitudinal correspond à une perte de vision dans la moitié supérieure ou inférieure du champ visuel. Champ visuel, soit au-dessus, soit en dessous. C'est pour ça qu'on parle d'altitudinal, parce que les défauts se fait verticalement. Cette atteinte est souvent liée
à une atteinte vasculaire ou nerveuse. Donc, ce type d'anomalie dans les champs visuels, quand ça vient, ça doit vous suggérer qu'il faut rechercher une atteinte vasculaire ou nerveuse. Planche numéro 18, autre type de scotome nécessairement non nécessairement aciforme. Le scotome scintillant positif, on avait déjà parlé de ça, se manifeste par des auras bilatérales, des points brillants, des flashs lumineux, éclairs ou zigzags, souvent en périphérie du champ visuel, avec des formes géométriques colorées, des scintillements ou des taches aveugles, ou un flou. Soit on voit des scintillements, soit des taches aveugles, soit on voit un peu, mais dans un flou brumeux, périphérique. Souvent même les yeux fermés. Donc cette manifestation, c'est pas seulement quand on regarde, mais même quand les yeux sont fermés, on voit ces scintillements-là. Ces scintillements-là et des éclairs, tout ça, même quand les yeux sont fermés. Ce sont des scotomes scintillants. On avait dit qu'ils viennent souvent des prodromes, c'est-à-dire que ça annonce la migraine ophtalmique. On continue. Ces scotomes sont transitoires et persistants, se persistent pendant 20 à 30 minutes. Transitoire, ça disparaît de soi-même. Et quand ça disparaît, ça ne laisse pas de séquelles. La vision redevient tout à fait normale. Et elle précède souvent la migraine ophtalmique qui elle-même précède ou accompagne une céphalée pulsatique. Donc, quand on voit ces scintillements-là, vous regardez, mais vous voyez des scintillements anormaux. Comme des flashs, comme des éclairs, comme des étoiles, surtout en périphérie. Souvent, ça annonce une migraine. Et souvent, c'est accompagné de céphalées pulsatives. Quand vous voyez ça, souvent, c'est un syndrome de migraine ophtalmique. Alors, il faut consulter pour avoir un traitement parce que ça annonce des troubles vasculaires qui, à la longue, peut-être peuvent s'associer avec le AVC et tout ça. Bon, planche numéro 19, autre type de scotome, non aciforme 3B, facteur déclenchant un scotome scintillant positif. Donc, des facteurs déclenchant un scotome scintillant positif, c'est par exemple le stress, la fatigue et l'épilepsie. Donc, les scotomes positifs, là, on avait vu, ce sont, on appelle des auras, ou bien des scotomes positifs, là, des auras, qui précèdent souvent la migraine ophtalmique. Il y a les facteurs qui peuvent déclencher ça, le stress, la fatigue et l'épilepsie. Souvent, les auras, là, c'est un des symptômes du début de l'épilepsie. Quand quelqu'un qui souffre d'épilepsie voit ces auras-là, souvent, c'est que l'épilepsie va se déclencher. Donc, quand quelqu'un voit ça, il doit déjà prendre les dispositions, ne pas être à côté du feu, ne pas être à côté au bord du fleuve, des choses comme ça, pas être à côté des machines, par exemple, un mécanicien, il ne doit pas être devant le moteur aussi du moteur, parce que quand ça va arriver, peut-être que sa tête va tomber dans le moteur et puis se faire écraser la tête avec, par exemple, le ventilateur, le fan de la voiture. Donc, ça doit alerter sur une pathologie grave, par exemple l'AVC ou une tumeur. Un examen ophtalmologique, pour ça, on fait par exemple la grille d'Amsler, les champs visuels, qui permet d'écarter d'autres pathologies. On a parlé de stress, de fatigue, d'épilepsie, de migraine ophtalmique et de tumeurs cérébrales et d'autres choses là. Alors, ces examens ophtalmologiques-là, la grille d'Amsler, les champs visuels, ça peut permettre de spécifier la pathologie. Diagnostic différentiel avec scotome positif, il y a le diagnostic des scotomes négatifs, c'est-à-dire au lieu de voir des lumières, des scintillements, des excès de lumière, on voit plutôt le noir. Ça, c'est le scotome normal, qui se manifeste par une zone noire ou grise dans les champs visuels. Planche numéro 20, examen ophtalmologique nécessaire pour diagnostiquer un scotome scintillant. Pour examiner un scotome, faire la mise au point d'un scotome scintillant, c'est-à-dire les scotomes positifs qui donnent des auras avec des scintillements, donc qui est un prodrome souvent de la migraine ophtalmique et tout ça. On doit faire l'acuité visuelle, les champs visuels, comme on l'avait dit, par périmétrie statique ou cinétique, qui détecte précisément les zones artérielles du champ visuel, y compris les scotomes scintillants, souvent difficiles à percevoir spontanément. Il y a l'examen qu'on peut faire aussi, la grille d'Amsler, qui détecte les anomalies centrales du champ visuel, les déformations du scotome central. La grille d'Amsler, ça détecte donc des déformations des images au niveau de la vision centrale
qui peut être attiré par un début de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui peut être la toute souffrance de la vision de la rétine centrale, et qui peut aussi se manifester quand on a le diabète avec ce qu'on appelle la rétinite proliférative. Tout ça, donc la grille axillaire peut voir s'il s'agit seulement de début de migraine, d'épilepsie, de tout ça, ou s'il y a d'autres maladies organiques qui peuvent provoquer, c'est ça comme on a dit là, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la rétinite proliférative de diabète, ainsi de suite, pour ne pas être aveuglé par un seul symptôme et ne pas être cantonné seulement à une seule possibilité et rater les autres possibilités qui sont peut-être plus graves aussi. Donc il y a les fondés naturellement qu'on fait pour diagnostiquer les scotomes scintillants, les fondés dilatés pour observer la rétine et le nerf optique. Ça peut donner des indices s'il s'agit d'un décollement de la rétine, parce qu'un décollement de la rétine, ça fait irriter la rétine, ça provoque des étincelles. Donc, souvent, quand vous voyez des étincelles comme ce qu'on appelle phosphène, c'est-à-dire vous voyez comme des mille étoiles, vous voyez comme des étoiles qui scintillent là, qui se déplacent, ou bien qui vont vers l'enfant, ou bien qui sont seulement fixes, des mille étoiles, des histoires comme ça. Il faut consulter parce que ce sont des signes qui peuvent aussi annoncer le début d'un décollement de la rétine, qui est très grave parce qu'en ce moment-là, la rétine se détache de sa surface nourricière et ça dégénère. Quand la rétine se détache de la zone, de la surface qui la nourrit, elle dégénère, elle meurt, et à ce niveau-là, la rétine ne fonctionne plus et on voit du noir. Donc à cette zone-là, la rétine est aveugle. Comme il peut s'agir aussi de troubles vasculaires, comme on l'avait déjà dit. Planche numéro 21. Examen complémentaire en cas de scotome scintillant. Planche numéro 21. Selon le contexte clinique, angiographie à la fluoséine ou OCT. Donc, examen complémentaire, à part le fond des champs visuels, la puté visuelle, on peut faire aussi l'angiographie à la fluoséine parce que c'est celle-là qui donne exactement l'image, ça détache les artères de tout le reste. Donc, on voit précisément les artères. Ou l'OCT. L'OCT, c'est surtout l'OCT angiographique, c'est-à-dire angio-OCT. Il y a deux façons de faire, de voir les artères dans la rétine, soit l'angiographie, soit ouvert dans l'endocyanine. L'angiographie qui fait voir les artères de la rétine superficielle et l'autre là, ouvert dans l'endocyanine, qui permet de voir les artères au niveau de la choroïde ou bien de la rétine profonde. Et puis il y a l'OCT, l'OCT angiographique. C'est-à-dire l'OCT, ça envoie des ultrasons, des infrarouges dans l'œil. Alors maintenant, pendant que les globules rouges circulent, c'est comme le Doppler. Pendant que les globules rouges circulent, l'appareil détecte les zones qui changent de réflectivité. Alors, ces zones qui changent de réflectivité, il n'y a que les globules rouges qui circulent. Donc, ces zones-là correspondent aux artères. Donc, l'appareil les trace et vous donne l'image de toutes les artères qu'il y a dans les yeux. Donc, pour voir les artères dans l'œil, il y a l'angiographie superficielle, l'angiographie profonde et l'OCT angiographique. On peut faire aussi, pour faire le diagnostic étiologique des scotomes, la radiographie ou le scanner. La radiographie, c'est les rayons X qu'on envoie, ça peut être la tâche avec des nitrates d'argent qui changent de couleur quand la lumière les percute. Donc ça, c'est l'ancienne radiographie. Mais il y a les radiographies modernes, par exemple le scanner, le RMI, résonance magnétique nucléaire, cérébrale, qui peuvent donner des indications sur la cause des scotomes scintillants. On a vu que ça peut venir en cas d'épilepsie, ça peut venir en cas de migraine ophtalmique, ça peut venir en cas de AVC, de tout ça, de troubles musculaires. Alors il faut faire la mise au point, donc avec le scanner ou l'IRM cérébral. La biologie, si suspicion de maladies inflammatoires, par exemple la maladie de Horton, c'est une inflammation des artères, par exemple les maladies, les artères temporales, les artères qui sont à l'intérieur des yeux, les artères qui sont dans le cerveau, les artères qui sont au niveau du cœur. Donc les tests inflammatoires peuvent évoquer une maladie de Horton pour savoir qu'est-ce qui est à la base de ces scotomes positifs-là, des scotomes scintillants, pour donner un traitement. Parce que si on laisse ça, ça peut évoluer à des choses beaucoup plus compliquées, à des stades avancés de la maladie qui sont peut-être
irréversible et incurable. Planche numéro 22, pathologie associée au scotome, planche numéro 22. Selon, c'est ça, scotome de la vision centrale, cécité centrale, congénitale ou acquise. Les causes de scotome de la vision centrale, de scotome central. Les causes, problèmes optiques, la myopie, la cataracte, des lésions du nerf optique ou des structures centrales de la rétine. Par exemple, déchirure de la rétine. On a parlé de décollement de la rétine, il y a aussi des trous rétiniens, des déchirures de la rétine, disons. Et les symptômes sont souvent des zones de cécité ou des visions troubles au centre du champ visuel. C'est du centre visuel, on voit des scotomes. C'est ça qu'on a déjà dit avant. Et difficulté à voir des objets situés à l'extérieur du champ visuel. Donc, là, je pense que c'est l'intérieur. Les scotomes centrales, on ne voit pas les histoires qui sont à l'intérieur du champ visuel, on voit les histoires qui sont en périphérie, parce que la zone de la vision centrale, de la vision nette, est atteinte. Bon, planche numéro 23, pathologie associée au scotome, scotome de la vision périphérique. Maintenant, on parle de la scotome de la vision périphérique. On avait vu que, à part la vision centrale, il y a la vision périphérique. Le plus en périphérie, c'est ce qu'on appelle le champ visuel périphérique, dont les champs rétrécissent progressivement dans les glaucomes ou dans la rétine pigmentaire. Alors, mais à part cette extrême périphérie, il y a les autres parties là qui vont de la périphérie jusqu'à la vision centrale. Tout ça, on parle toujours de la vision périphérique. Donc les causes de scotome de la vision périphérique sont par exemple les lésions de la rétine ou des nerfs optiques, par exemple glaucome ou maladie de la rétine. C'est toujours ça. Les symptômes sont une vision trouble dans la zone périphérique du champ visuel, souvent associée à une vision des contours troubles. Comme j'avais dit, la périphérie de la rétine est surtout chargée de mouvements et de la vision nocturne. Alors, quand il s'agit de la vision très précise, par exemple, de la forme, de la netteté, des détails d'une image, ou de sa couleur, ou des mouvements fins pour savoir que le déplacement, la chose s'est déplacée de 2 mm, de 1 mm, ça c'est la vision centrale. Et maintenant, quand on a des problèmes de la vision périphérique, on a des problèmes de la vision nocturne, on ne sait pas tellement se diriger dans l'obscurité, on ne peut pas bien s'orienter dans l'obscurité parce qu'on ne voit pas, parce que la zone périphérique de la rétine s'occupe de la faible luminosité. Donc quand cette zone est atteinte, on est incapable de voir, de voir dans l'obscurité. Et puis les mouvements, on avait dit que c'est plus visible dans la vision centrale. Donc quand cette zone est atteinte, on a une perte des mouvements dans la vision périphérique et puis on n'arrive pas à s'adapter à la lumière. Vous verrez par exemple des gens qui ont, par exemple les causes de la moindre vision dans l'obscurité, vous avez d'abord l'absence de la vitamine A ou bien une déficience en vitamine A, vous avez la rétine pigmentaire, une autre maladie. Et quand vous avez ces deux maladies-là, vous ne voyez pas bien dans l'obscurité. Vous entrez dans la maison, vous commencez à cogner le meuble et vous ne savez pas voir parce que vous ne voyez pas. Et la vision est trop faible de la maison et vous ne voyez pas, vous commencez à cogner le meuble. Partout où il y a la faible luminosité, vous ne savez pas voir et vous ne savez pas vous orienter. Si vous voyez un de ces signes-là, que les autres se déplacent bien dans la maison, vous cognez, c'est un des signes que la vision dans l'obscurité est moindre et qu'il faut se présenter pour pouvoir qu'on fasse la mise au point. Est-ce qu'il manque de vitamine A? Est-ce que c'est une rétine pigmentaire ou autre chose? Il y a aussi des intoxications qui peuvent soit augmenter la sensibilité, la personne ne supporte plus la lumière, même la lumière normale, ça devient trop intense pour lui. Mais l'autre manifestation de l'intoxication, ça dépend du type de l'intoxication. Ça diminue l'efficacité des bâtonnets, c'est-à-dire que quand vous entrez dans un endroit où il y a faible lumineuse, même déjà le soir, quand la lumière devient faible, la personne ne voit pas bien. Donc on passe à la planche suivante, numéro 24. Pathologie associée au segment, au scotome. Il y a pour les scotomes hémispatial, les causes sont souvent AVC ou troubles du cerveau. Donc, quand on fait l'examen du champ visuel et qu'on trouve un scotome hémispatial, il faut penser à l'AVC ou les troubles du cerveau, soit un AVC débutant ou
des syndromes, disons, des reliquats de AVC. Donc AVC ou trouble du cerveau. Il faut rechercher dans le cerveau s'il y a des tumeurs, s'il y a des hémorragies, s'il y a des inflammations, s'il y a des dégénérescences, des choses comme ça, des malnutrition. Les symptômes de ces scotomes hémispatiales, nous avons par exemple la vision trouble dans une partie du champ visuel, ce qu'on appelle hémispatial, hémispatialité, parce que c'est la moitié seulement de tout l'espace qu'on voit. Planche numéro 25. Pathologie associée au scotome, la suite. Scotome, ce qu'on appelle scotome optique. Ça vient, l'optique là, ça vient donc des voies optiques. Parce que quand l'image part de la rétine, l'image tape la rétine, comme on l'avait dit, ça tape la rétine, mais ce qui agit vraiment au niveau de la rétine pour former les stimulus visuels, c'est ce qu'on a vu, ce qu'on appelle les segments visuels, les cellules visuelles, les cônes et les bâtonnets. Les bâtonnets pour la vision nocturne et les mouvements pour la vision périphérique, les cônes pour la vision centrale qui est la vision de précision et la vision des couleurs. Maintenant, quand ces histoires-là sont atteintes, ils ne peuvent pas capter la lumière. Mais à partir de là, ça va, si on va entrer dans l'anatomie pour les jeunes ophtalmologues, dans l'anatomie de l'œil, ça part dans les cellules nerveuses intermédiaires. Et puis à partir de là, ça va dans les cellules ganglionnaires où se forment les nerfs optiques. Et puis tout ça est envoyé dans le nerf optique qui, au niveau du corps genouillé, ça va être transmis à d'autres nerfs qui vont jusque dans le cerveau. Alors, on continue ici, scotome optique. Donc, j'ai parlé là des voies optiques. Le chemin que la vision suit pour arriver jusqu'au cerveau. Rétine, fibre nerveuse rétinienne, nerf optique, décusation, et au niveau des cellules, des ganglions genouillés, là maintenant, ça donne un relais à d'autres fibres nerveuses qui vont jusque au niveau du cortex pour que ça soit distribué dans le cerveau. Mais à part ça, évidemment, il y a une autre branche qui va au niveau de ce qu'on appelle des noyaux internes du cerveau et qui sont chargés de la dilatation de la pupille. Quand vous êtes dans une lumière un peu forte, la pupille se contracte, et quand vous êtes dans une lumière faible, la pupille se dilate pour augmenter un peu la quantité de lumière qu'on voit. Et puis, il y a ce qu'on appelle la vision aveugle. C'est-à-dire, quand il y a un problème au niveau du contexte visuel, parce que le contexte visuel, c'est le centre de la vision consciente. Alors, mais à part ça, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de ce centre-là, du cortex visuel. Alors, le cortex visuel ne fonctionne plus. Donc, la vision consciente n'existe plus. Mais il y a une autre voie. Il y a une autre voie qui chemine vers les ganglions centraux du cerveau. Alors, eux, ils voient la vision, mais de façon inconsciente. C'est-à-dire, vous avez un aveugle là, qui sait distinguer qu'il y a quelqu'un qui a une chemise rouge devant lui, ou bien quelque chose comme ça, oh, voilà, je vois la montre, mais c'est de façon un peu brume là, mais il ne voit pas. Alors c'est ça qu'on appelle vision. Donc il y a plusieurs voies visuelles qui s'acheminent un peu partout. Et puis il y a d'autres voies, vous savez, quand tu fais des 18h, même si vous êtes dans une obscurité totale, ou bien s'il y a toujours la lumière, quand tu fais 18h, 20h, automatiquement vous avez sommeil. C'est parce qu'il y a une horloge biologique qui règle, à partir de la mélatonine, qui règle le rythme, ce qu'on appelle nictéméral ou circadien. Tout ça, c'est capté, ça se développe à partir de la naissance, et c'est capté par, il y a des zones au niveau des ganglions, qu'on avait parlé là, ganglions de la rétine là. Alors, il y a des ganglions qui sont mélatopsines, parce qu'on a vu au niveau de la rétine, il y a des cônes qui ont l'iodopsine, l'iodopsine qui est chargée du vert, l'iodopsine qui est chargée de rouge, et l'iodopsine qui est chargée du bleu. Là, c'est pour la vision colorée. Et au niveau du bâtonnet, il y a la rhodopsine, qui est 10 000 fois plus sensible que les cônes et tout ça. Alors là, c'est pour la vision nocturne, pour la vision très faible. Mais il y a maintenant la mélatopsine qui se trouve dans les cellules ganglionnaires, qui est chargée de régler le rythme nictéméral. Quand il fait noir, automatiquement, vous commencez à avoir sommeil. Et là, le matin, quand le soleil s'élève, la lumière apparaît. Maintenant, ça déclenche, ça supprime la production de la mélatonine et la personne se réveille. Donc tout ça, ce sont des différentes voies optiques qui passent de l'œil jusqu'au cerveau. Nous allons plus nous concentrer aux voies optiques qui vont à la vision consciente. Donc c'est comme ça qu'on parle de scotome optique, qui est une cécité causée par planche 25. Cécité
cécité causée par des problèmes du nerf optique, atrophie optique, planche 25 ou glaucome. Les causes de la cécité. Les causes du scotome optique, il y a par exemple l'atrophie optique ou pathologique du nerf optique. Les symptômes de la 4C. Les symptômes du scotome optique, il y a la vision trouble centrée, donc la vision centrale trouble, parfois abolie, et souvent associée à une vision des couleurs troubles. Parce que comme on avait dit, la vision centrale s'occupe de la netteté des images et de la vision des couleurs. Quand cette zone-là est atteinte, la vision nette est troublée, et puis on peut avoir des troubles de la vision des couleurs. Planche 26. Pathologie associée au scotome 4E. Donc, il y a ce qu'on appelle le scotome rétinien. C'est une cécité causée par des problèmes de la rétine, comme une déchirure de la rétine ou une maladie de la rétine, par exemple diabète ou autre. On avait déjà vu ça. Page 27. Page 27, pathologie associée au scotome 4F. Page 27. Le scotome de la rétine binoculaire. Le scotome de la vision binoculaire. Parce que quand on regarde, vous pouvez voir avec un œil, vous pouvez voir avec les deux yeux. Et puis, quand on voit avec les deux yeux, il y a parfois le phénomène de dominance. Il y a un œil qui peut voir bien et l'autre œil ne voit pas bien. Le cerveau a l'habitude de supprimer les images qui viennent de l'œil qui ne voit pas bien. Parce que, regardez vous-même, quand vous regardez devant, si vous prenez par exemple une lentille un peu opalescente, vous mettez devant les yeux et que ça diminue la netteté de l'image qui vient de cet œil-là, au début vous allez voir flou à un œil et clair à l'autre œil qui n'est pas obstrué. Mais à un moment, vous verrez que l'image, l'œil qui ne voit pas, qui ne voit pas bien, qui envoie l'image altérée, cet œil-là, automatiquement, le cerveau va supprimer ça. Alors, c'est ça qu'on appelle vision binoculaire. La binoculaire, donc, c'est pour fusionner les images des deux yeux et c'est pour aider à la vision de perspective, c'est-à-dire reconnaître la profondeur et puis voir aussi on fait signe qu'il reste 4 minutes. C'est pour aussi, comment dirais-je, voir la profondeur, la stéréoscopie et tout ça, la vision. Bon, maintenant, il y a le scotome de la vision binoculaire qui est une cécité ou une dysfonction visionnaire liée à un trouble de l'axe binoculaire. Vous avez par exemple des gens qui ont des déviations des yeux, ce qu'on appelle strabisme, ou en lingala, mis sur 5 heures. On va parler de ça dans les sujets qui viendront. Alors, une des causes de ce scotome de la vision binoculaire, c'est le trouble du système binoculaire comme un strabisme ou une dysfonction du troisième nerf crânien. C'est ça qui est souvent responsable des déviations des yeux, les strabismes ou les mis sur 5 heures. Les symptômes sont souvent la vision trouble dans un seul œil ou souvent associés à une difficulté à coordonner les yeux. Quand les yeux ne sont pas bien coordonnés, un regarde à gauche, l'autre regarde à droite, et vous voyez la vision double. Alors, le cerveau a des difficultés à fusionner les deux images. Il a embarras de choix, il doit chercher quelle image. Alors, souvent, pour éviter, pour gérer cette situation, le cerveau supprime l'image la moins bonne qui vient d'un des yeux. Alors, quand, par exemple, chez les enfants, ça vient vite, chez les adultes, un peu lentement. Quand cette situation perdure longtemps, parce que le cerveau est confus, ne sait pas bien travailler, le cerveau est obligé de supprimer cet œil-là. Si la suppression-là ne dure pas longtemps, cet œil-là peut être relancé. Mais quand cette suppression-là dure très longtemps, et c'est surtout chez les enfants que ça va très vite, en un jour ou 2 jours, l'œil qui voit mal peut être aboli et on a ce qu'on appelle amblyopie ex-anopsia. C'est-à-dire que l'œil-là est supprimé définitivement. Vous voyez physiologiquement, anatomiquement, vous voyez que c'est bon, mais cet œil-là ne verra plus. Il faut des séances de stimulation, de ceci, de cela, pour que cet œil reprenne la vision. Donc, on nous a fait signe que le temps est passé. On va continuer la fois prochaine. Nous vous remercions pour votre attention.
Et j'espère que vous avez été nombreux, que vous avez été satisfaits de l'émission et que la prochaine fois, vous serez encore plus nombreux de nous suivre et de donner vos considérations. Ceux qui veulent participer à l'émission directement, ils peuvent venir sur le plateau. L'émission est en direct. Ils peuvent venir sur le plateau. Ils participent directement en posant des questions, en ajoutant des compléments ou bien en faisant des commentaires. Et ceux qui n'ont pas les moyens de venir, ils peuvent téléphoner à partir de la maison. Le numéro est là, j'espère. Vous téléphonez, vous donnez bien, alors vous parlez le même numéro là, vous téléphonez par WhatsApp. Ou bien faites un message écrit par WhatsApp. Alors, nous vous remercions et nous vous disons au revoir et à bientôt.